Merci beaucoup Michel de donner l'opportunité à un anesthésiste de vous parler du problème que lui pose l'hypertension au quotidien au bloc opératoire. Et j'avoue que quand tu m'as donné ce sujet, ça m'a replongé très longtemps en arrière, parce que quand j'ai commencé l'anesthésie, quand j'ai terminé mon internat, l'hypertension au bloc opératoire, c'était l'angoisse majeure pour les docteurs. Et j'ai ressorti ce vieux papier d'anesthésiologie, voilà, qui était vraiment l'époque où je passais l'internat. Et à cette époque-là, alors surtout en anesthésie, en chirurgie cardiaque, là c'était là où on regardait le plus les patients, puis il y avait des coronaires bouchés. Et donc l'hypertension, ça allait augmenter la contrainte pariétale du cœur, ça allait augmenter sa demande en oxygène, on allait précipiter l'ischémie. Et donc on était terrorisé par ce phénomène-là, et on a fait des recommandations qui était à l'époque de faire des très fortes doses de morphinique pour absolument plomber les malades. Et on les mettait dans le coma pendant 3 jours et on était très content. Alors c'est ça qui est amusant en médecine, c'est qu'aujourd'hui, celui qui fait ça, on le met direct en prison, c'est plus possible. Mais c'était vraiment comme ça qu'on faisait, et les gens, ils restaient, ils mettaient 3 jours à se réveiller de leur high dose fentanyl, et ils restaient en réanimation pendant très longtemps. À l'époque, on ne s'était pas trop préoccupé de la durée moyenne de séjour. Donc le paradigme a complètement changé, et je vais essayer de vous le montrer. Donc c'est vrai que l'hypertension, c'est une maladie qui touche beaucoup de monde, un tiers à même plus de la population adulte en Europe. Et nous, comme on voit en plus des gens souvent très âgés qui viennent se faire opérer, c'est notre quotidien tout le temps, surtout que les définitions, maintenant, elles sont restrictives. Il n'y a pas besoin d'avoir des chiffres super élevés pour être considéré hypertendu. Cette maladie, vous le savez, vous l'avez pratiqué beaucoup plus que moi, elle est corrélée à des tas d'événements indésirables avec des atteintes d'organes diffuses. Ça va donner les infarctus, les AVC, l'artérite des membres inférieurs, la mort subite, l'insuffisance cardiaque. Et tout ça, finalement, c'est un énorme problème de santé publique. Et donc, on sait qu'il faut qu'on essaye de contrôler l'hypertension au long cours pour éviter la morbimortalité qui est associée. Mais pour moi, l'anesthésiste, plus que le chiffre de tension, c'est surtout cette comorbidité induite par cette maladie qui va être responsable de mes ennuis et de mes préoccupations et du risque périopératoire du patient. Le chiffre lui-même de tension n'a pas, quand il est élevé, d'impact clair sur les complications post-opératoires. Et ça, c'est aussi quelque chose qui a changé, parce qu'il y a très longtemps, pas si longtemps que ça, parce que les derniers guidelines qui ont aboli cette chose-là, c'est 2014, dans la prise en charge des patients pour chirurgie non cardiaque, quand la tension était élevée, qu'elle n'était pas contrôlée, on disait mais il faut reporter l'intervention. On annulait, on récusait les gens, il a de l'hypertension. En fait, l'anesthésie, vous savez, c'est un super médicament hypotenseur. Tout ce qu'on met, les gaz, les drogues, le propofol, ça vous vasodilate le vaisseau de façon féroce et c'est assez dur de rester hypertendu sous anesthésie. Donc maintenant, on ne récuse plus les gens parce que leur chiffre de tension est à 160 la veille de l'opération. Non, d'abord, ils sont stressés, ils ont tous ça. Je voudrais juste vous montrer cette grosse étude comme savent faire les Américains avec des énormes cohortes de vétérans là, qu'ils ont par paquet de dizaines de milliers qui a étudié l'association entre les variations de tension, hyper et hypo, et la mortalité à 30 jours. Alors, la mortalité à 30 jours, c'est parce qu'on ne meurt pas au bloc. C'est juste exceptionnellissime de mourir au bloc opératoire. Par contre, le décès dans le mois qui suit une opération, c'est extrêmement fréquent. Et on est en train de s'apercevoir que dans les populations occidentales, c'est probablement une des premières causes de mortalité après les maladies cardiovasculaires directement, après les cancers. Voilà, les complications post-op, les décès post-op, c'est un énorme problème auquel les anesthésistes essayent de faire face
parce que voilà, c'est sûrement un des enjeux de santé publique majeurs d'aujourd'hui. Donc ces auteurs, ils ont pris plus de 18 000 patients chez qui ils avaient les enregistrements de pression artérielle en péropératoire. Ils ont regardé la relation entre la pression et la mortalité à J30 post-op. Et comme c'est assez difficile de dire c'est quoi l'hyper, c'est quoi l'hypotension, ils ont fait très large parce qu'ils ont dit nous on va regarder la pression de plusieurs façons. D'abord on va définir un seuil au-dessus de celui de la population générale, c'est-à-dire qu'il y avait la moyenne de la pression de la population, 2 écarts types, et là la courbe du patient, et on a regardé ce qui sortait des écarts types par au-dessus et par en dessous, on a regardé l'air sous la courbe, donc les unités c'était des minutes, le temps, fois les millimètres de mercure, ça combinait à la fois la profondeur de l'hypotension et la durée. Et puis ils ont aussi regardé par rapport au seuil de pression lui-même, les valeurs absolues de pression, et puis aussi, ils ont regardé la durée passée au-dessous de la variation par rapport à la baseline du patient avant son intervention. Donc vraiment, ils ont regardé la pression de toutes les façons. Et ce qu'ils ont vu, c'est que pour l'hypertension, alors ça a l'air un peu compliqué comme ça, le graphe, mais en fait, c'est qu'il y a les petits traits de couleur, il y a les 3 méthodes, la surface sous la courbe, la durée de l'hypotension et la valeur absolue de la pression. Et puis, ils ont divisé leur population en quartiles, avec le premier, le deuxième, le troisième, quatrième, en fonction de la gravité de l'hypertension. Et vous voyez que ce soit pour la systolique, la diastolique ou la moyenne, il n'y a pas de relation entre la gravité de l'hypertension et la mortalité. Pas d'influence. Par contre, si on regarde l'hypotension, alors là, très nettement, quand on est hypotendu, et plus on est hypotendu, plus il y a une influence sur la mortalité. Voilà, il n'y a pas une façon de regarder la pression qui a l'air plus pertinente que les autres, quelle que soit la façon dont on regarde, mais ce qui est sûr, c'est que appartenir au 3e ou 4e quartile, quand on a de l'hypotension diastolique ou moyenne, ça fait mal, et c'est plus sensible que la pression artérielle systolique, qui ne touche que le 4e quartile. C'est quoi les conséquences de l'hypotension artérielle péropératoire? Ça va nous donner tout un range de complications. D'abord, les complications rénales post-opératoires vont être majorées, plus de défaillance rénale. Il va y avoir ce qu'on appelle maintenant du dommage myocardique. Du dommage myocardique, ça peut aller jusqu'à l'infarctus, mais souvent c'est juste une élévation de troponine sans altération de l'ECG. Et même ça, c'est associé à plus de mortalité après. Et puis, on va aussi avoir plus de délirium chez les gens qui ont eu des hypotensions péropératoires. Et tout cet ensemble-là, c'est associé à plus de mortalité. Et ce qui a beaucoup changé maintenant chez les anesthésistes, c'est la notion que même un tout petit peu de temps passé en hypotension pendant l'intervention, ça a des conséquences graves et négatives. Quand je dis un tout petit peu de temps, c'est 1 minute. Eh oui, 1 minute. Donc, ce dernier papier que je viens de vous montrer, de l'année dernière, disent que dès que la pression artérielle systolique tombe en dessous de 100, que la pression artérielle moyenne tombe en dessous de 60-70, vous pouvez ajuster en fonction du type de patient que vous avez, eh bien, c'est délétère pour votre patient. Voilà. Donc, vous voyez, on est passé de l'angoisse de l'hypertension, qui ne nous inquiète plus du tout, à l'angoisse de l'hypotension, qui nous inquiète beaucoup. Alors, ça nous a changé la façon de prendre en charge les patients. Quand un patient est fragile, on va bien sûr se doter d'un monitorage plus pertinent pour ne pas le laisser en hypotension. Parce que le brassard, c'est gentil, mais ça prend la tension toutes les 5 minutes. Et donc, il y a 4 minutes pendant lesquelles, au bloc opératoire, ça bouge vite les choses. Vous savez, ça peut saigner, parce qu'on a un ami chirurgien qui fait des trous dans le système vasculaire. Il y a nos médicaments qui vasodilatent. Alors, tout ça ensemble, ça va faire que rapidement, la tension, elle peut prendre une tangente pas prévue. Et donc, dès qu'on a affaire à un patient fragile, on va vouloir la pression en continu. La pression en continu, jusqu'à présent, il fallait mettre une artère. Une artère, c'est invasif, puis ça prend du temps, donc tout ça consomme du temps de bloc opératoire, et donc on les discute, les artères. Mais clairement,
on est de plus en plus vigilant parce qu'on a cette notion que même 1 minute, c'est grave. Et donc, il faut qu'on puisse la détecter et réagir. Alors, le monitorage fait des progrès. On a maintenant des outils qui mesurent la pression en continu de façon non invasive. Vous savez, les techniques de photoplétismographie avec volume clamp, là, ces petits machins qui se mettent sur les doigts, extrêmement pratiques. Alors, ce n'est pas exactement pareil qu'un bon sphygmomanomètre à mercure et tout, mais quand même, ça marche pas mal. Et puis en plus, on sait utiliser la courbe de pression artérielle et avec des fonctions de transfert, la transformer en courbe de pression aortique. Et à partir de cette courbe de pression, avec une technique d'analyse de l'onde de pouls, estimer le volume d'éjection systolique, battement par battement. Tout ça en non-invasif, avec un machin sur le bout de votre doigt. Bon. Ça vaut presque 200 € le système, à usage unique bien sûr, mais si vous détectez les complications, les hypotensions qui génèrent des complications potentiellement graves, ce n'est pas exclu que ça vaille l'investissement. Il y a des tas d'endroits où jamais on imagine mettre du monitorage invasif. Les endoscopies, où là arrivent des patients par centaines, tous âgés, fragiles, surtout à l'hôpital, où on a beaucoup de gens qui viennent par exemple en bilan pré-transplantation, ce n'est pas les gens très simples, et ces gens-là, on les monitore comme les ASA 1, c'est-à-dire les gens en pleine santé, avec le petit brassard à tension, la SAT, le scope. Est-ce que c'est raisonnable? C'est pas sûr. Il y a peut-être une place pour ces outils-là, la maternité, où là, allez, vous allez piquer une femme enceinte, c'est un crime, donc il faut surtout rien leur faire, mais néanmoins, quand la pression baisse, le fœtus, il est plus perfusé. Et les bradycardies, les machins, si on a des outils non invasifs qui permettent de monitorer la pression en permanence, en continu, dans certains cas, ça va nous permettre d'anticiper, de réagir tout de suite et d'éviter ces précieuses minutes en hypoperfusion qui sont très délétères. Et puis maintenant, les constructeurs développent aussi des outils basés sur l'intelligence artificielle et le machine learning qui vont nous aider à prédire l'apparition de l'hypotension. Alors ça s'appelle HPI pour celui qui est fabriqué par Edwards, mais il y en a plein qui sont en cours d'élaboration et ce n'est pas encore parfait. Il y a des anesthésistes qui vous disent « mais moi je l'avais vu aussi ». Enfin, on n'est pas toujours hyper vigilant et l'intelligence artificielle, elle se fatigue pas et elle est capable de dire « tiens, il y a la fréquence cardiaque qui a pris 2 points pendant les 2 dernières minutes, il y a une petite tendance, il y a les variations respiratoires qui ont changé un petit peu de fréquence. Peut-être qu'il va y avoir dans 10 minutes ou dans 15 minutes une hypotension et peut-être qu'il faut réagir. » Donc ça, c'est des choses qui vont nous aider à changer la prise en charge. Alors, est-ce que ça veut dire que l'hypertension, ce n'est pas du tout un problème? Non, ce n'est pas vrai. Hein. D'abord, on sait que l'augmentation de la pression pulsée, par exemple, il y avait longtemps qu'on avait remarqué que c'était associé à plus de mortalité, plus de complications rénales. Alors, pression pulsée, ça veut dire une systole plus haute, mais aussi une diastole plus basse. Lequel joue là-dedans, j'en sais rien. Et vous savez que les gens, quand ils sont âgés, leurs artères se rigidifient. Donc, leur onde de pression, elle voyage plus vite. Du coup, l'onde réfléchie, revenant plus tôt, elle se surajoute pendant la systole, ça fait monter le pic de pression artérielle, ça augmente le travail du cœur qui doit fournir plus d'énergie pour éjecter, mais en revanche, elle se surajoute plus pendant la diastole, et la pression diastolique, elle baisse, du coup, il y a moins de pression de perfusion coronaire pour alimenter le ventricule, qui en même temps doit fournir plus de boulot. Donc c'est une altération typique de couplage ventriculo-artériel qui fait que, effectivement, le vieillissement, l'augmentation de la pression pulsée, on conçoit que ce ne soit pas bon pour les patients. Et puis, l'hypertension, c'est aussi la première cause d'hypertrophie ventriculaire gauche. Et l'hypertrophie ventriculaire gauche, ça va entraîner de la dysfonction diastolique, et ça va nous donner aussi des problèmes en anesthésie. La dysfonction diastolique, c'est déjà le trouble de relaxation qui fait que le ventricule, au lieu de se remplir essentiellement pendant la protosystole, avec ici une représentation schématique du flux Doppler avec l'onde E, les valves s'ouvrent, le sang coule de l'oreillette vers le ventricule, puis après ça s'équilibre, ça ne coule plus, puis après il y a la contraction auriculaire. Donc chez les gens normaux, le remplissage se fait surtout pendant la
diastole, et pas pendant la télédiastole, mais chez les gens qui ont un trouble de relaxation, la contribution auriculaire devient essentielle. Donc nous, quand on a ces patients-là, c'est bien de le savoir, parce que s'ils passent en arythmie pendant l'intervention, on va perdre une bonne partie du remplissage ventriculaire, on risque une instabilité hémodynamique et parfois une très mauvaise tolérance. Donc on sera plutôt proactif pour éviter que toutes les circonstances connues qui donnent de l'ACFA se présentent, les problèmes de kaliémie, l'hypoxie, l'anémie, l'hypovolémie, toutes ces choses qu'on fait tout le temps au bloc opératoire. Et puis, la dysfonction diastolique, ça va nous donner un gros problème qui est qu'on va avoir une mauvaise tolérance aux variations de retour veineux. Voilà. Les gens qui ont une cardiopathie hypertrophique ou une dysfonction diastolique, ils vont se comporter comme s'ils avaient une courbe de fonction cardiovasculaire qui était presque en angle droit, comme ça. C'est-à-dire que la zone où ils fonctionnent bien, avec un volume d'éjection systolique correct, elle est très étroite. Et dès qu'ils perdent un peu de volume, leur volume d'éjection systolique va s'effondrer. Et au contraire, si on les remplit trop brutalement, on va se retrouver dans le plateau de leur courbe de fonction cardiovasculaire, on va mettre du liquide qui ne va pas générer de débit, mais qui va faire de la congestion, et ils vont se retrouver en OAP. Et les gens qui ont des cardiopathies hypertrophiques très sévères, ils terminent à pas loin de 20% en post-opératoire avec de l'OAP, parce que l'anesthésiste n'a pas su bien gérer le remplissage. Il y a des hypertensions qui sont, par contre, des vrais problèmes péropératoires. Et alors je montre ici, parce que Michel et Laurence nous fournissent très régulièrement des patients extraordinaires avec des maladies invraisemblables qui donnent des vrais problèmes d'hypertension très sévères. Donc là c'était une dame de 29 ans avec un phéochromocytome, c'était il y a 2 semaines. Et mon chef de clinique, le docteur Hugues Delabarre, le docteur Bruzzi, c'est le chirurgien qui l'a opéré, a eu la gentillesse de me montrer de me faire la feuille d'anesthésie pour vous. Alors, voilà, c'était une jeune femme, je vous passe les détails du monitorage, mais voilà comment s'est passée l'intervention. Donc, elle arrive au bloc, la courbe verte, c'est la pression artérielle, en haut, c'est la systole, en bas, c'est la diastole. Ici, c'est 200. Voilà. Elle est montée jusqu'à 220. Et elle avait en diastole 115, 120 de pression artérielle diastolique. Et la ligne noire, ici, c'est la fréquence cardiaque. 120, au pire, elle est descendue à 105, au mieux, dirais-je, et elle est montée jusqu'à 140. Et cette tachycardie, quoi qu'on fasse, pendant toute l'intervention, elle a résisté de façon absolument féroce. Et on a donc essayé de contrôler un petit peu ces chiffres de pression artérielle, parce que là, même sous anesthésie, la pression artérielle restait élevée de façon absolument inhabituelle. Donc on a introduit ce bêta-bloquant d'action très rapide qui s'appelle le landiolol, Rapibloc. C'est un bêta-bloquant japonais qui a l'avantage d'avoir une demi-vie très très courte et d'être extrêmement bêta-sélectif. Et vous voyez que quand on a commencé à augmenter les doses, c'est la courbe bleu ciel ici, oui on voit bien là, la pression a commencé à chuter, mais la tachycardie a résisté. Et ça c'est très inhabituel parce que d'habitude le landiolol, c'est super bon pour ralentir la fréquence cardiaque. Mais là, même à dose maximum, on a quand même pas mal fait baisser la pression, mais la tachycardie a persisté. Alors on a introduit aussi un peu d'Eupressile, ici à faible dose. Et puis comme on n'était pas très content du résultat du landiolol sur la fréquence cardiaque, on a introduit le Brevibloc, qui est celui dont on a plus l'habitude. Mais oui, ça n'a pas fait mieux, la pression était plutôt moins stable. Alors je ne sais pas ce qui revient aux médicaments, et ce qui revient à la progression du geste chirurgical, parce que le chirurgien il manipule le truc en même temps, donc ça peut aussi interférer. Et puis donc on a été obligé d'augmenter les doses de Précile, et finalement, une fois que la pièce tombe, blam, tout s'effondre, et là on est obligé d'introduire de la noradrénaline. Donc ça c'est l'intervention rock'n'roll pour l'anesthésiste, parce que on passe d'un extrême à l'autre, avec utilisation très très inhabituelle de médicaments vasoactifs dans un sens, dans l'autre, mais ça reste des patients que l'on voit, qui nous posent des problèmes de management intraopératoire pour gérer le niveau de pression artérielle très difficile à contrôler. Cette dame va très bien, Michel m'a donné une nouvelle hier, elle est en bon état, paraît-il, donc on est tous très contents. Alors, je vous rappelle que le boulot de l'anesthésiste, c'est de garantir une
une perfusion tissulaire optimale. Quand on vous endort, on prend les contrôles de vos commandes, vous n'avez plus vos réflexes, votre sympathique il est un peu fatigué, vous déglutissez plus, vous respirez plus, et donc c'est nous qui prenons les manettes. Donc vous nous faites confiance pour que si votre tronc cérébral n'est plus là pour faire le boulot, l'anesthésiste au moins va s'assurer que vous allez apporter assez de sang à vos tissus pour couvrir leurs besoins en oxygène, en métabolites, qu'on va épurer les produits du catabolisme. Alors nous, de façon très pragmatique, maintenir la perfusion, ça veut dire d'abord vous assurer une bonne pression de perfusion. Et nous, c'est vrai que plus que la pression artérielle systolique, c'est surtout la PAM, la pression artérielle moyenne, parce que c'est celle-là qui règne à l'entrée de vos organes, qui nous concerne. Et puis pour le ventricule gauche, qui lui est perfusé qu'en diastole, c'est la pression moyenne pendant la diastole. Donc même si j'ai montré tout à l'heure des résultats qui disaient que la pression systolique, c'est un signe d'alarme aussi, ça c'est nos objectifs physiologiques. Et si on vous maintient une bonne pression, parce que les anesthésistes monitorent toujours la pression. Jamais on n'endormira quelqu'un sans un monitorage de pression. L'autre aspect de la perfusion, c'est qu'il faut qu'il y ait du débit. Voilà. Vous pouvez avoir une bonne pression et pas de débit. Et ça ne le fait pas pour maintenir ce qu'il faut pour vos cellules. Et ça, très souvent, malheureusement, ce n'est pas bien regardé. Et le débit, on pense au débit cardiaque systémique, mais ce qui compte, c'est la microcirculation. Qu'est-ce qui va apporter comme oxygène aux cellules directement? Et souvent, il y a heureusement une très bonne relation entre le débit systémique, le débit cardiaque, et le débit microcirculatoire. Et puis, si ça débite et qu'il y a une bonne pression, il faut quand même qu'il y ait du transporteur d'oxygène, qu'il y ait suffisamment d'hémoglobine et qu'elle soit saturée en oxygène. Voilà, nous, c'est nos petits paramètres de contrôle et c'est ça qu'on va essayer de maintenir pendant l'intervention. Et donc, voilà, on a besoin de maintenir un bon débit pour bien perfuser les organes. Il y a besoin d'avoir assez de liquide dans le système pour que la pression ne chute pas si jamais il y a de la vasoplégie. Et donc, l'apport d'un outil de monitorage du débit est absolument essentiel. Alors, un outil que moi j'aime beaucoup et qu'on promeut ici beaucoup, c'est le Doppler œsophagien. C'est une petite nouille qu'on met dans la bouche des gens qui va mesurer la vitesse du sang dans la aorte descendante. Et l'air sous la courbe de vitesse, c'est proportionnel au volume d'éjection systolique. Voilà, ça va varier exactement de même façon que le volume d'éjection systolique. Et donc ça, pour nous, c'est une information capitale, parce que si je vous remets une courbe de fonction cardiovasculaire, alors celle-ci plus physiologique, vous voyez que vous, en ce moment, vous êtes quelque part par là. C'est-à-dire que si on vous pose une perfusion et qu'on vous remplit, vous allez augmenter votre débit, et les premiers millilitres vont avoir beaucoup d'effet, parce que vous êtes dans la partie raide, et puis les millilitres suivants vont avoir moins d'effet, parce que vous vous rapprochez du plateau, puis à un moment, vous n'allez plus augmenter votre débit. Voilà. Et nous, ce qu'on essaye de faire à nos patients, c'est de les amener là. Parce que quand on est là, on est sûr qu'ils ne sont pas mal perfusés. Et si on s'arrête de donner du liquide quand on a atteint cet endroit-là, on est sûr qu'on n'en remet pas trop et qu'on ne va pas faire de congestion et des œdèmes. Donc je vous donne un exemple. Ici, vous avez une titration de liquide chez un patient qu'on endort. Et vous voyez, ça va très vite parce que là, le volume d'éjection systolique est estimé par la machine à 58. On met 200 millilitres et 3 minutes plus tard, le volume d'éjection systolique est passé à 105. 105, c'est 80% d'augmentation. Dans le même temps, la pression artérielle, elle n'a pas bougé. C'est ça qui est très important à comprendre, c'est le découplage entre pression et débit. Vous pouvez changer énormément la perfusion alors que la pression, elle ne bouge pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle est régulée par votre tronc cérébral et que lui, il va la maintenir à peu près constant dans un range assez étroit, alors que le débit va fluctuer beaucoup. Et donc, on va redonner 200 millilitres à cette dame. Cette fois-ci, on va passer de 105 à 121. Ça ne fait plus que 15% d'augmentation. Le même challenge, beaucoup moins d'effet, mais c'est normal parce qu'on se rapproche du plateau de la courbe de fonction cardiovasculaire et les 100 derniers millilitres du flacon, ils ne font plus rien. Le volume d'éjection systolique n'augmente plus. Alors j'ai passé 100 millilitres en trop, qui vont peut-être faire de l'œdème. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire un truc grave avec 100 millilitres en trop. Mais par contre, cette notion-là, elle est capitale parce que j'arrête de remplir le patient, je clampe mes perfs. Et tant que le volume d'éjection systolique se maintient, je n'ai pas besoin de rajouter de liquide dans ce patient. Tout liquide supplémentaire serait délétère, il ferait des œdèmes et de la congestion, il n'améliorerait pas la perfusion. Alors,
La perfusion, voilà, ça c'est la microcirculation sublinguale d'un patient avant remplissage. Et vous voyez que les capillaires, il y en a, ça ne circule pas bien du tout, ça stagne là-dedans, ça n'avance pas. Et le même patient après remplissage, ça circule partout. Alors, ça, c'est la circulation sublinguale, c'est très important, la langue, mais moi j'espère, quand je réanime mon patient au bloc opératoire, que je fais la même chose dans les capillaires du cerveau, dans les capillaires du rein, du cœur, du foie, enfin de tous les organes importants, des muscles même. Enfin, tout est important, même la langue, mais c'est ça mon objectif. Et mes outils, c'est justement mon monitorage de pression, mon monitorage de débit. Donc, plus que l'hypertension artérielle, c'est son retentissement systémique qui va exposer mes patients à un risque de complications périopératoires. Il faut bien comprendre que c'est surtout l'hypotension pendant l'intervention et dans les heures qui suivent qui est désormais reconnue comme un facteur majeur de morbimortalité. Et puis, on développe des stratégies de monitorage pour limiter au maximum cette hypotension. On fait maintenant l'anesthésie avec une seringue de noradrénaline à faible concentration chez la plupart de nos patients à fort risque pour justement contrecarrer l'hypotension dès qu'elle survient. Voilà. Merci de votre attention.